tous une excellente soirée. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Dans l'actualité régionale ce soir, l'inquiétude des salariés d'Areva à Ugine en Savoie. Ils craignent des suppressions d'emplois alors que le géant nucléaire français annonce un vaste plan de redressement. Nous verrons sur place dans quel état d'esprit il se trouve. Latifaï Ben Ziaten à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. La maman du premier militaire tué par Mohamed Merah il y a 3 ans a rencontré aujourd'hui des jeunes collégiens pour leur parler de paix et de tolérance. Reportage et entretien en direct dans ce journal des Alpes. Enfin, la 28e édition du Festival du Conte, les Arts du Récit. Ouverture ce soir, nous avons assisté à la dernière répétition de la cérémonie inaugurale, La Grande Machine, racontée par le comédien Gérard Potier. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale. Au sommaire, une visite historique, la première d'un chef d'État français à Cuba, François Hollande, à La Havane. Le chef de l'État a plaidé pour la levée de l'embargo américain. La diplomatie économique à l'œuvre car les enjeux sont colossaux, notamment dans le bâtiment et le tourisme. Et puis la limitation à 80 km/h expérimentée sur 3 tronçons dans la Drôme, la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Saône. C'est l'une des 26 mesures du plan annoncé par le gouvernement pour faire baisser la mortalité sur les routes. Et tout de suite, pour ouvrir ce journal des Alpes, une croyance héritée du Moyen-Âge. Les saints de glace sont de retour à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. On a coutume de dire que le gel peut encore revenir pendant ces 3 journées de printemps un peu spéciales. Une idée qui fait débat chez les jardiniers et qui fait sourire les spécialistes de la météo. Cédric Picot, Didier Alban. C'est une discussion qui revient dans les jardins tous les mois de mai. Faut-il avoir peur des saints de glace? Saint-Mamère, Saint-Pancras, Saint-Servais, 3 jours de printemps où le sol pourrait encore geler. La crainte, c'est ça, c'est qu'il y ait des gelées aux saints de glace. Voilà. Donc c'est une tradition de veiller à ces 3 jours-là pour éviter les gelées. Sur des plants petits, c'est important. Si les plants sont plus grands, ça passe. Les saints de glace, il y a ceux qui y croient et les autres. Par plus de 25 degrés, certains préfèrent garder les pieds sur terre, ou presque. Je ne suis pas très croyant dans les petites astuces de jardinier, mais bon, par exemple pour les histoires de lune, par contre, j'ai un ami agriculteur qui m'a dit que son grand-père lui avait dit qu'il ne fallait pas planter pendant les 3 jours de nouvelle lune. De toute façon, la réponse est forcément dans le ciel. Venus du Moyen-Âge, les saints de glace marquent la fin assurée du gel de la terre dans la partie est de la France. Une date qui serait largement avancée par le réchauffement climatique. Si on met en regard l'actuel climat qui a évolué ces 30 dernières années, il faudrait alors, je dirais, avancer un peu les saints de glace plutôt à la date du 1er mai, puisque en moyenne en France, du moins quand on se situe en plaine, il n'y a pratiquement plus aucun risque, même dans nos climats alpins, à 200 mètres d'altitude, après le 1er mai. Sur l'ensemble du XXe siècle, il n'a gelé que 13 fois en France au mois de mai. Et cette année encore, les saints de glace laisseront du répit aux jardiniers. D'ici à mercredi, le temps devrait rester ensoleillé avec des températures proches de 30 degrés. En Savoie, les salariés de l'usine Areva sont inquiets pour leurs emplois. Le groupe nucléaire français a lancé un plan de redressement qui pourrait s'accompagner de coupes claires dans les effectifs. Dans l'attente de ces détails, des détails de ce plan, l'atmosphère s'est alourdie dans l'entreprise. Renaud Gardette et Frédéric Pasquette. Une vague d'inquiétude dans l'usine Areva d'Ugine. Ici, on fabrique des tubes et des gaines pour les centrales nucléaires françaises. C'est le savoir-faire très contrôlé de 314 employés. Après une perte record de 5 milliards d'euros l'an dernier, le groupe Areva a annoncé un plan dit de productivité. Entre 15 et 18% des effectifs pourraient disparaître. L'objectif, économiser 1 milliard d'euros, notamment dans les frais de personnel. Dans les frais de personnel, on trouve plusieurs composantes. Des éléments de rémunération notamment, et il peut y avoir une question sur l'emploi. L'objectif étant de définir les éléments de rémunération, ou plutôt les éléments annexes à la rémunération, qui peuvent faire l'objet de discussions pour pouvoir aussi limiter l'impact sur l'emploi.
Les négociations avec les syndicats ont déjà commencé. Les détails pour chaque site du groupe ne seront pas connus avant juin ou juillet, mais les représentants syndicaux annoncent déjà qu'ils feront tout pour sauver le maximum de postes. Des craintes, on en a toujours, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils annoncent dans les médias, ce qu'on a eu, nous, des infos de la direction, est quand même pas dans le sens où il peut ne pas y avoir d'impact chez nous, quoi. Après, à quelle mesure il peut y en avoir, j'en sais rien, puisqu'aujourd'hui, on est quand même, nous, dans une politique depuis plusieurs années de recherche de compétitivité, et donc on est déjà en diminution d'effectifs, quoi. Les syndicats seront reçus par le ministre de l'économie à Paris le 22 mai. Des représentants syndicaux toujours inquiets par un éventuel rapprochement entre Areva et EDF. Social toujours avec la grève des tribunaux de commerce. Ils contestent la loi Macron qui prévoit de confier à des tribunaux spécialisés les contentieux concernant les plus grandes entreprises. Peu suivie à Grenoble et à Vienne en Isère. Elle a été plus marquée à Chambéry en Savoie. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Manuel Valls, en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, et d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, de passage à Lyon. Une visite sous le signe de l'innovation et de la French Tech, avec au programme la visite du siège du pôle de compétitivité mondiale Lyon Bipôle et à Gerland, et puis surtout l'inauguration de l'extension du laboratoire de haute sécurité, le fameux P4 qui renferme les virus les plus dangereux de la planète. Sophie Valsecki. Inauguration à 4 mains pour l'extension du labo P4 de Lyon, le plus grand laboratoire européen de haute sécurité biologique. Manuel Valls a découvert ce matin ces locaux ultra sécurisés. Toute cette pièce est en dépression, c'est-à-dire que tout l'air qui rentre là est très filtré. Dépression pour ne pas qu'il y ait le risque que quoi que ce soit sorte. Le laboratoire dirigé par l'INSERM a joué un rôle clé dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Et ce matin, le Premier ministre a tenu à rendre hommage à ces chercheurs. Ce sont vos équipes, associées au Centre national de référence sur les fièvres hémorragiques, qui ont isolé ce virus en Afrique de l'Ouest en mars 2014. Vous encore qui, en liaison étroite avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, venez de mettre au point un test rapide qui donne un diagnostic en 15 minutes. Manuel Valls a visité les nouvelles installations qui ne sont pas encore opérationnelles. 11 millions d'investissements financés par des fonds publics, une zone de 200 mètres carrés supplémentaires dédiée aux bactéries pathogènes. Surtout, ça étend les projets de recherche. Dans le premier laboratoire, on travaille surtout sur les virus les plus pathogènes. Et là, on a étendu aux bactéries, un autre agent infectieux, qui aussi pose des problèmes aujourd'hui de sécurité. Donc on a maintenant de nouvelles structures pour pouvoir travailler sur ces nouveaux projets. Et selon le patron de l'INSERM, ce nouveau laboratoire sera le seul P4, avec celui d'Atlanta aux États-Unis, capable de travailler sur la tuberculose multirésistante. Le laboratoire créé par la Fondation Mérieux il y a 15 ans fait figure de modèle à l'international. L'INSERM a réalisé un P4 en Chine, mais dément aujourd'hui avoir le projet d'en créer un en Arabie Saoudite. Montagne, il semblerait que les guides aient finalement trouvé une solution pour assurer la sécurité du refuge du Goûter cet été dans le massif de Chamonix. Un énième rebondissement dans ce dossier très polémique qui conditionne l'autorisation préfectorale d'ouverture du refuge d'accès au sommet du Mont Blanc. Serge Vorette, Vincent Abran. C'est une histoire qui traîne depuis l'ouverture du nouveau refuge et une alerte incendie qui avait attiré l'attention de l'État. Comment permettre l'évacuation rapide de 120 personnes et les conduire en toute sécurité dans l'ancien refuge? Le club alpin, propriétaire du nouveau goûter, avait passé une convention pour assurer cette prestation avec les compagnies de Saint-Gervais et de Chamonix. Un guide pour 10 personnes, tel était le deal. Convention dénoncée pour non-respect des règles de la concurrence par le syndicat interprofessionnel de la montagne. Le goûter était donc tout simplement menacé de ne pas ouvrir cet été. Il a fallu repenser un nouvel accord qui, celui-ci, rentrait dans les clous. On a mis au point une sorte de tour de rôle, ce qui existe depuis près de 200 ans dans la structure de Chamonix et 150 dans celle de Saint-Gervais, une sorte de tour de rôle entre les différentes structures, ces 8 structures. Il y en a 4 sur Chamonix, il y en a 3 sur le Val-Montjoie et 1 sur Sallanches. En quelques coups de téléphone, en quelques mails et après seulement 2 réunions, 350 guides de haute montagne, tous basés autour de Chamonix, ont fait en sorte, par leurs structures respectives, que ce refuge puisse ouvrir, en tout cas apporter cette réponse. Joint par téléphone, Yannick Valençon du syndicat interprofessionnel de la montagne estime que cet accord s'est fait en catimini sans que tous les acteurs du massif du Mont Blanc, y compris étrangers, aient été mis au courant du nouvel appel d'offres.
Il promet d'ores et déjà une autre bataille sur le front des réservations par Internet, cette fois-ci, qui selon lui reste assez opaque. Après une ouverture retardée d'1 an, de très nombreux problèmes administratifs, la saga du goûter promet encore quelques épisodes. Et voilà qui nous amène à la chronique montagne, avec ce soir Mountain Wilderness qui mène depuis une quinzaine d'années des actions pour dépolluer les sites de montagne à l'abandon. Exemple en Isère avec la station de Saint-Honoré sur le plateau mathésin, laissée en friche depuis les années 80. Françoise Gay, Vincent Abran pour les images. Le décor est somptueux. L'Aubiou, le Grand Ferrand, le Tabor, la chaîne du Vercors. Perchés à 1500 mètres d'altitude au-dessus de la Mure, des bâtiments intriguent par leur côté incongru. Bienvenue à Saint-Honoré, station de ski fantôme. Les stigmates du passé sont partout. Ici, donc, c'est sur un parking, mais en haut, en face, sur la montagne, on voit des pylônes qui sortent des pentes, des flancs des montagnes, des gares de départ, des gares d'arrivée qui sont absolument abandonnées, les câbles qui pendent sans que rien soit fait. Ce type d'aménagement, laissé à la dérive du temps, Mountain Wilderness le traque inlassablement depuis 2001. Pour l'association de protection de la nature, il s'agit d'installations obsolètes. Alors les installations obsolètes, ce sont des aménagements en montagne qui ont été abandonnés, qui ne servent plus et qui n'ont plus d'être dans un milieu qui est fragile, unique. On a recensé à peu près plus de 3000 installations obsolètes dans les Alpes, qui comprennent donc des friches industrielles, agricoles, aussi militaires sur les restes des conflits de la Deuxième Guerre mondiale, et comme ici, des friches touristiques ou des stations de ski. Des stations qui, comme Saint-Honoré, ont cru en l'or blanc. Bâtiments abandonnés, bâtiments jamais terminés. Ici, dans les années 80, un projet ambitieux de 1500 lits est conçu pour relancer le canton après la fermeture des mines de charbon. Malfaçon, détournement de fonds, manque de neige, la station ne fonctionnera que quelques années. Plein sud, 1500 mètres d'altitude, les modifications climatiques commençaient à poindre, mais l'argent, à mon avis, l'argent facile a un petit peu mis une certaine fièvre, la fièvre de l'or blanc, si on peut dire. Et les choses ont été mal pensées dès le départ, quoi. Pollution visuelle ou toxique, danger pour les hommes et pour les animaux. Que faire de ces cicatrices dans la montagne? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas grand-chose dans cet état-là, si ce n'est le raser. Qui doit s'en occuper? Qui doit payer? Qui est responsable? En l'absence de législation, Mountain Wilderness organise chaque année des opérations de nettoyage, comme ici dans le parc du Mercantour. À ce jour, plus d'1 millier de bénévoles a permis l'évacuation de 350 tonnes d'aménagements obsolètes. Et ce travail de fourmi porte ses fruits. Peu à peu, les mentalités changent, du côté des aménageurs comme des politiques. On s'aperçoit que, comme par exemple pour les téléskis du col du Lautaret, pour le téléski du col des Guérins, dans les Hautes-Alpes, ce sont les collectivités qui, après notre étude, nos sollicitations, ont mis en place un chantier et ont procédé eux-mêmes par l'enlèvement des installations. Ce petit coin de Matésine sera-t-il le prochain chantier de Mountain Wilderness? Au pied du Tabor, tout reste à faire pour qu'on ne parle plus d'installations obsolètes. Au milieu des appartements à vendre, certains habitants apprécient leur cadre de vie. Saint-Honoré station n'est plus, Saint-Honoré village d'altitude reste à inventer. Voilà, et dans quelques instants, nous serons en direct avec Latifa Ibn Ziaten, notre invitée qui vient tout juste d'arriver avec un petit peu de retard. Elle est la maman d'Imad, un jeune militaire tué par Mohamed Merah il y a 3 ans. Elle était à Saint-Martin-d'Air aujourd'hui. Depuis la mort de son fils, elle sillonne les routes de France pour prôner le vivre ensemble et encourager les jeunes des quartiers. Reportage Faiza Guerel-Younzi et Jordan Guéant. J'ai pardonné Mohamed Merah, vous savez pourquoi pardonner? C'est qui il était. Pas ce qu'il a fait. Son histoire, ses 200 collégiens la connaissent tous. Aujourd'hui, ils découvrent le combat de Latifa Ibn Ziaten. Son fils Imad a été tué par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Depuis ce jour, elle rencontre des jeunes partout, mais surtout dans les quartiers.
Quand vous entendez des jeunes, on est oublié de la République, on n'est pas compté. Quand vous entendez un jeune et disent « Voyez madame, je ne peux même pas descendre en ville, me balader, je reste toujours dans mon cité. Si je sors, soit je suis contrôlée, ou soit ils ont peur de moi, ou moi j'ai peur d'eux. » Et vous leur répondez pas? Et j'ai dit non, il faut prendre sur soi, il faut sortir, il faut avancer. Et chacun qui fait le pas vers l'autre, on peut se connaître. Hier en Israël et Palestine, demain dans une prison de la région parisienne, Latifa porte son message d'espoir sans relâche. Ce midi, à la maison de quartier de Saint-Martin-d'Air, elle a rencontré des mères de famille. Depuis les tueries de Toulouse, on ne compte plus le nombre de candidats au djihad. Pour elle, prévenir l'embrigadement passe aussi par l'éducation. Mais si on reste avec des barrières avec un enfant, si on ne mange pas à table, si on ne dialogue pas ensemble, si on n'échange pas avec notre enfant, ben l'enfant il se retire, à un moment donné il se trouve seul. Et cette solitude, que ça peut faire beaucoup de mal. Est-ce que ça vous touche? Bien sûr, parce qu'on a tous des enfants. Ça pourra changer des choses. Changer les choses en suscitant le dialogue. En 3 ans, Latifa Benziaten a parcouru plus de 300 villes de France. Ce soir, elle prendra la parole lors d'un débat sur la citoyenneté. Et tout de suite, nous retrouvons Faiza Guereliounzi en direct de Saint-Martin-d'Air en compagnie de Latifa Benziaten. Bonsoir. Je rappelle juste que Latifa est déjà venue à Grenoble. C'était juste après le double meurtre de Kevin et Sofiane en 2012. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout à fait. Latifa Benziaten était venue pour rencontrer la mère de Kevin dans l'agglomération de Grenoble. Alors aujourd'hui, elle est là pour animer un débat sur la citoyenneté. Alors bonsoir Latifa Benziaten. Vous êtes aujourd'hui à Saint-Martin-d'Air. Vous avez été dans plus de 300 villes différentes. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi faire tout ça? C'est important aujourd'hui de passer ce message de le vivre ensemble, le respect des valeurs et de ne pas voir un autre Mera. C'est très important. C'est ce message qu'on doit transmettre à toutes nos jeunes qui sont livrés eux-mêmes, aux parents qui doivent être vigilants avec leurs enfants. C'est très important. Alors, racontez-nous votre association. Vous l'avez créée après le décès de votre fils. Oui, je l'ai créé, mon association, après 40 jours. Et il fallait aller sur le lieu, il fallait voir où il est tombé mon fils. Et là, il fallait que j'aille voir où il a grandi Mohamed Marrah, qui il était Mohamed Marrah. Et je me suis trouvée dans cette cité. Et c'est là que j'ai tombé sur des jeunes, que j'ai demandé où il habite Mohamed Marrah. Et là, la réponse, Mohamed Marrah, c'est un héros, c'est un martyr de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et je dis, c'est là qu'il faut tendre la main. Et c'est avec ces jeunes qu'il faut travailler. C'est eux qui créent les victimes. Et c'est moi qui tends la main pour les sauver, pour ne pas avoir un autre Mera. C'est très important aujourd'hui. Alors justement, comment vous travaillez? Comment vous arrivez à désamorcer ces messages que vous avez reçus à Toulouse? Vous savez, ce message que j'ai reçu à Toulouse, parce que c'est des jeunes qui sont, il ne faut pas qu'on oublie, c'est des gens qui sont enfermés, c'est qui sont oubliés de la République. C'est des enfants, ils sont complètement perdus, qui ne savent même pas leur identité, qui ne savent même pas parler l'arabe. C'est des jeunes qui sont, vraiment, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de les écouter, de tendre la main aujourd'hui. Pour vous, c'est important donc d'aller dans les quartiers, de tendre une oreille, pour vous, c'est le premier pas? Oui, de tendre l'oreille et de les écouter, c'est important. Alors, depuis Mohamed Merah, il y a eu les attentats du mois de janvier. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Très difficile. C'est quelque chose que ça m'a réveillé cette douleur à l'intérieur, qui d'ailleurs, il sera toujours. Mais quand vous entendez 12 personnes tuées le jour et que j'étais en déplacement pour un témoignage à Saint-Étienne devant 500 lycéens, je vous assure, je suis arrivée, j'étais malade, j'étais bouleversée et ça m'a vraiment touchée. Comme j'ai perdu le premier jour mon fils, c'est exactement le même effet qu'il m'a fait. Et comment vous arrivez à garder espoir malgré tout? Il faut garder espoir, c'est important. Parce que si on garde l'espoir, on baisse les bras, on ne doit pas baisser les bras. On doit combattre, on doit aider, on doit garder cette France debout aujourd'hui. C'est important pour notre jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il faut protéger, il faut avertir, il faut les aider, il faut les écouter. Eh bien, je vous remercie pour cette interview. Alors tout à l'heure, Latifa Benziaten sera toujours là, à la maison de quartier de Saint-Martin-d'Air, pour un débat sur la citoyenneté. Il y aura également des membres du monde associatif et des sociologues. Et merci à vous deux. Merci Faiza Guereliounzi. Un mot de sport. La tension monte dans les stades avec la dernière ligne droite pour nos équipes régionales, football, rugby et basketball. Pour le meilleur ou pour le pire, les prochaines journées peuvent tout basculer dans un sens comme dans l'autre. Jordan Niang.
De tous les grands clubs alpins, malgré les apparences, ETG est sans doute celui qui voit le moins la vie en rose. Fin de saison noire en perspective pour les Hauts-Savoyards, premier relégable à 2 journées de la fin. La contre-performance du week-end dernier face à Reims pèse lourd. Les Champenois ont désormais 4 points d'avance, un gouffre pour Evian Tonon-Gaillard qui n'a plus son destin en main. Exploit nécessaire mais pas forcément suffisant donc face à Saint-Etienne puis Caen, ETG a déjà un pied en Ligue 2. Situation tendue également pour le FCG. Après avoir squatté le top 6, les rugbymen grenoblois ont perdu les pédales. Une phase retour calamiteuse comme l'an dernier, une infirmerie bien, voire trop remplie. Et voilà les hommes de Fabrice Landreau condamnés à briller samedi face à la machine de guerre toulousaine. Le FCG n'a qu'un tout petit point d'avance sur Castres et Bayonne. À 2 journées de la fin, la zone rouge est proche. Méfiance. Et ça chauffe aussi du côté d'Aix-Maurienne. Les basketteurs savoyards, premiers relégables, n'ont plus le choix. Vendredi à Charleville-Mézières, ça passe ou ça trépasse. Une défaite les enverrait tout droit en National 1. Une victoire les ferait sortir de la zone rouge. De la tension également au GF38, mais cette fois les choses se passent tout en haut du tableau. Les footballeurs grenoblois croient toujours en la montée en nationale. Le GF n'a qu'un point de retard sur Béziers, mais contrairement à leurs adversaires qui n'ont plus gagné depuis 2 matchs, les grenoblois sont sur une très bonne dynamique. Et preuve que rien n'est jamais perdu, le CSBJ a finalement sauvé sa peau après une saison plus que compliquée. Le maintien a été assuré après un match de feu contre Béziers. Les tripes et la rage ont triomphé, à méditer. Voilà, sauf qu'il peut, c'est la fin de saison. Sachez qu'à Milan, l'exposition universelle commence à attirer des touristes du monde entier, évidemment. Jusqu'au 25 juin, l'espace Rhône-Alpes est hébergé dans le pavillon France avec une scénographie originale et une programmation destinée à la gastronomie rhône-alpine sur le thème « Bien manger, bien vivre ». On écoute à ce propos Michel Grégoire, vice-président du conseil régional. C'est lui qui est en charge de l'espace Rhône-Alpes. On a voulu faire une vitrine de toute la diversité en fait de Rhône-Alpes, tant sur le côté purement qualité des produits et des matières premières agricoles que des savoir-faire en matière de transformation, d'innovation, de recherche, d'ingénierie, mais aussi en matière de plaisir, parce que l'alimentation c'est du plaisir et s'il y a la cloche des grands chefs, c'est parce que Rhône-Alpes est aussi une région avec l'Auvergne porteuse de grands produits, de grands savoir-faire et de grandes tables. Et reportage complet dans Alpes Express, la chronique italo-suisse du journal des Alpes. Ce lancement, aujourd'hui, de la 28e édition du Festival du Conte, les fameux Arts du Récit, avec un spectacle inaugural tout à fait étonnant. Gérard Potier raconte La Grande Machine dans l'église Saint-Louis, au cœur de Grenoble. Jean-Christophe Pain et Grégory Lespinasse ont assisté ce matin à l'ultime répétition. À ce moment-là, l'organiste va commencer à poum, 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 ça va commencer à jouer. Et moi je continue l'histoire. Et pendant que les grandes personnes s'entretuaient, les enfants livrés à eux-mêmes, erraient en bandes nombreuses à travers le pays. Poussés par la faim, ils devenaient aussi redoutables que les soudards d'une armée en déroute. Et ils allaient... Gérard Potier, en plein travail. Au hasard, et toujours plus loin. Gérard pratique le chant, la danse, le théâtre. Il a travaillé avec des romanciers, des musiciens. Mais est-ce que ça... Excuse-moi. Oui, dis-moi. Si tu veux, ils allaient... Est-ce qu'on ne pourrait pas tuiler tous les deux en un clin d'œil? Ils allaient, ils se lèvent, ils allaient. Mais cette fois, pour les Arts du Récit, Gérard s'est lancé un sacré défi. Il y a l'environnement, la résonance, les micros, ce monstre qui est un orgue derrière, qui est magnifique, mais qui va être comme une espèce de... un tsunami musical, non pas de tsunami. Et toi, tu dois trouver ton chemin là-dedans. Ouais. Pour que le récit soit entendu, parce qu'il y a une histoire, évidemment. Dans un fracas de pierre et de poussière, le géant pétrifié déplia sa main pour serrer celle de Larigot et la secouer avec vigueur. Les 3 enfants poussèrent un grand cri. « Oh, ça bouge !» L'histoire, c'est celle de 3 enfants qui errent à travers une grande machine. Nazar, Larigot et Musette portent le nom de 3 jeux d'orgue, justement. Nulle part, dit Larigot. La grande machine, c'est à la fois l'orgue
C'est à la fois la forêt traditionnelle des contes, et puis c'est le monde contemporain avec des guerres, des cruautés, des choses totalement horribles. Moi, Dylan Rigaud, j'entends des cliquetis, des vrombissements. La machine, la voilà. Des milliers de tuyaux hauts de plusieurs mètres ou de quelques millimètres. Depuis le murmure d'un petit oiseau jusqu'aux trompettes de Jéricho. La grande machine, des enfants, un orgue et Gérard, ce soir en l'église Saint-Louis de Grenoble. Un dernier appel avant de refermer ce journal des Alpes. L'inquiétude des salariés d'Areva à Ugine, en Savoie. Ils craignent des coupes claires dans les effectifs alors que l'entreprise française annonce un lourd plan de redressement. Voilà pour l'actualité.